Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et avec moi il y a quelqu'un avec une descendance probablement en partie européenne. C'est loin, mais probablement. C'est ça. Ouais, en tout cas, je te regarde vite. Je pense qu'il y a un peu d'européen là-dedans. Sûrement. Fait que c'est ça, en fait, notre thématique aujourd'hui, c'est qu'on va discuter des jeux euro, en fait, du genre euro. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un jeu euro? Parce que tout le monde utilise ce terme-là, mais je pense que c'est pas tout le monde qui veut tout le temps dire la même chose. Fait que on va chercher les réponses définitives. C'est quoi la vraie définition d'un euro? Ouais, à la fin de cet épisode-là, je pense qu'on va tout être d'accord sur c'est quoi un euro, puis quels jeux sont des euros, puis lesquels le sont pas. Je suis absolument sûr qu'on va y arriver. Mais avant tout ça, on va parler, on fait un petit retour sur notre épisode de l'an passé, qui était en fait un épisode de questions-réponses, où on répondait aux questions des auditeurs. Je t'avoue que je me rappelle pas trop toutes les questions qu'on a eues, mais je suis pas mal sûr qu'il y en avait une ou deux qui étaient comiques. Puis sinon, c'est ça. Ouais, c'est toujours un exercice intéressant à faire, là, de répondre aux questions de l'auditoire. Là. Peut-être qu'on pourra le refaire pour notre 5e anniversaire là, qui s'en vient cet automne. Là. Fait que si vous avez déjà des questions en tête, vous pouvez nous les envoyer, puis on va compiler tout ça. Puis quand ça sera le moment opportun, on pourra refaire un autre épisode où on répond à vos questions, plutôt que de vous demander de voter sur nos jeux. Ouais. C'est comme à notre tour de répondre. Maintenant que le retour est fait, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis en fait, aujourd'hui, j'ai eu une journée de jeux où est-ce que j'ai pu essayer quelques nouveaux jeux. C'est des jeux auxquels j'avais jamais joué. Puis je vais commencer par parler de Machikoro 2. Parce qu'il y a eu un Machikoro 1, c'est 2. Qui est sorti en 2021, designé par Masua Suganuma. Puis il a été. L'édition que j'ai jouée a été publiée par Simon. Ça me faisait drôle, en fait. Ouais. Je trouvais ça drôle, hein, parce que d'habitude, Simon, t'as de la grosse production, puis tout ça. Puis là, c'était comme juste des cartes, puis des petites pièces en plastique. Là. C'est peut-être le fait que les pièces étaient en plastique qui faisait de Simon. Puis il y avait 2D. Fait que c'est ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a. En gros, c'est pas mal un jeu de tableau building. En gros, à chaque tour, tu as des dés, tu les roules, ça donne un résultat, puis en fonction de ce que les gens ont dans leur tableau, ben ça peut déclencher des différentes habilités. Il y en a qui vont être que si c'est toi qui roules les dés et que tu as le chiffre qui matche ta carte, ben tu vas voler de l'argent aux autres. Il y en a que, peu importe qui roule les dés, ça va te donner un revenu d'argent. Puis il y en a où, si toi tu le roules, ça va déclencher une cascade en fait, ça déclenche un revenu en fonction de d'autres cartes que tu as dans ton tableau. Fait que tu as beaucoup d'interactions entre les cartes, tu as beaucoup d'interactions entre les autres joueurs. Puis l'objectif, c'est de construire un type particulier de carte qui est des monuments. Mais je t'arrête là, tu parles de beaucoup d'interactions. C'est souvent de l'interaction ou c'est juste que ça donne que quand l'autre il roule ça te fait quelque chose. T'es impliqué dans le tour des autres, mais c'est pas toi qui décide de t'aider au final. Là. Non, mais fait qu'on peut-tu vraiment parler d'interaction dans ce temps-là? Ben, ça dépend de ce que tu as mis dans ton tableau. Je vois ce que tu veux dire, tu sais, parce que... C'est accidentel, je trouve, comme une interaction. C'est pas intentionnel. Ben, un peu, parce que si tu choisis des cartes que tu voles l'argent aux autres quand ils vont rouler certains dés, t'as pris la décision de prendre une carte qui te permettait de voler de l'argent aux autres. C'est du take that. C'est vrai que c'est de l'interaction. C'est une forme d'interaction. Hein. Ouais, mais je comprends ton intervention parce que c'est vrai que ça dépend des deux. Puis dans le jeu, il y a en fait t'as une petite carte d'aide-mémoire qui va te dire justement
c'est quoi les chances d'obtenir tel résultat si tu roules 1 ou 2 dés. Parce que quand tu roules les dés, tu as tout le temps le choix d'enrouler juste 1 ou 2. Fait que tu as les petites statistiques, puis tu as les cartes qui ont des effets pour ces valeurs-là. Fait que tu peux vraiment regarder, OK, statistiquement, cette valeur-là devrait sortir plus souvent que celle-là. Puis tu peux comme construire ton tableau en fonction des probabilités que ça sorte. C'est le fun qu'il y ait une aide de jeu pour me dire que 7, ça sort plus souvent que 12. Ouais, mais tu sais, là, t'as vraiment comme les valeurs, tu sais, c'est. Les pourcentages, ouais. C'est ça. Ok. Puis, dans le fond, le but, c'est d'accumuler de l'argent. Parce qu'à chaque tour, tu roules 1 ou 2 dés, les effets des cartes se trigger. Puis après ça, si tu as de l'argent, ben, tu peux construire un bâtiment, dans le fond, qui est d'ajouter une carte à ton tableau ou d'acheter une carte monument, qui est la façon de gagner. Dans le fond, c'est une course à savoir c'est qui le premier qui va avoir 3 cartes monuments. Puis les monuments, dans le fond, ils ont, en fonction de si c'est ton premier, deuxième ou troisième monument, ben, ils coûtent de plus en plus cher. Puis ils ont toute une habilité spéciale qui va soit. Ben, une habilité qui peut affecter tout le monde, juste toi, ou certains. Ou ça peut être un espèce de pouvoir instantané qui se déclenche dès que tu construis le bâtiment. Ok. Fait que c'est un peu ça. T'as un marché de cartes, en fait, tout le temps. Comme nous autres, on a joué à 4. Fait que il y avait beaucoup de chiffres qui revenaient. T'sais, ton tour ne revenait pas souvent, mais souvent tu faisais de l'argent sur le dos des autres ou tes cartes pouvaient proquer dans le tour des autres. Puis, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Mais c'est quand même assez basique là, comme jeu, on s'entend. Là, c'est jouer avec des stats puis faire un tableau building. J'allais dire niveau complexité, ça ressemble à du 1B. Dans le sens où les règles, c'est vraiment très simple. B, dans le sens où. Bref. Ben, j'ai pas joué au jeu, moi, mais j'avais joué au 1 dans le temps. On dirait que c'est comme. C'était les roll and write avant que ça soit cool, là. C'est un peu le même feeling, là. Tu roules des dés, t'essaies de faire des combos, là. Mais. Moi, en tout cas, le 1, le souvenir que j'en ai, c'est un 1A, là. T'achètes les cartes que tu peux, puis acheter un 7, c'est mieux qu'acheter un 12, là. Ouais, mais tu sais, t'as quand même plusieurs cartes, des fois, pour la même valeur. Fait que là, tu te dis, est-ce que je veux prendre la carte qui est take that, prendre la carte qui est plus... faut que ce soit moi qui le roule. C'est sûr que les autres, moi, je les trouve personnellement moins avantageux, surtout à 4 joueurs, parce que là, tu sais, il y a comme 3 autres personnes qui roulent, fait que tu veux prendre des cartes qui trigger quand... Ben, qui se déclenchent quand... Peu importe, là. Oui, c'est ça. Ça pourrait être un peu moins bonne, mais comme ils vont ressortir, ils vont être activés plus souvent, là. Ouais, ça peut être un... Ouais, c'est ça. Moi, j'avais joué au premier, j'avais pas gardé un super bon souvenir de ce jeu-là. Là. Je trouvais que c'était comme, ben, tu roules les dés, puis tu t'appliques leur effet. Là. Il y avait pas C'était pas des grosses décisions stratégiques, je trouvais. Là. C'était comme, bon, ben, est-ce que je vais acheter la carte de 6 parce que ce soit moi qui le roule ou 2 dés ensemble, il y a des bonnes chances qu'il y ait un 6 qui arrive. Là. J'avais le même feeling aussi avec Space Base, là, qui est sorti un peu après, là, puis que je me rappelle que beaucoup de gens disaient que c'était comme un Machikoro Killer, là, parce que ça venait le remplacer, puis c'était mieux, mais dans mon livre à moi, sont pas mal tous du pareil au même, puis j'aimerais mieux jouer à autre chose. Mais bon, j'ai pas joué aux deux, fait que je peux pas commenter sur celui-là, mais en tout cas, ce que tu m'en dis, ça... Je pense pas que c'est un jeu pour moi, là. C'est ce que j'ai compris, ça ressemble pas mal au 1. Là. Moi, j'avais pas joué au 1, tu vois. Puis je peux pas commenter sur c'est quoi la différence entre le 1 et le 2, mais tu sais, c'est... Ça a l'air d'être pas la même affaire, là. Peut-être les effets sont pas pareils, là, mais le principe de base reste le même, là. Ouais, exact. Fait que c'était Machikoro 2. Ben moi, de mon côté, j'ai joué à quoi de nouveau qui est sorti cette année. Mais en fait, toi aussi, parce qu'on a joué ensemble. On a joué au jeu All In Predictions, designé par Phil Walker Harding et publié par Next Move Games cette année, comme j'ai dit. Puis c'est disponible sur Board Game Arena aussi, là, c'est là-dessus qu'on l'a essayé. Et c'est un peu un genre de gang compétitif. Mais là, tu vas me dire... poker? Ouais, mais... C'est un jeu qui est basé sur le poker, mais
Et aussi un aspect où, vu que ça s'appelle All-In Prediction, on est comme des espèces de médiums qui essayent de prédire l'avenir. Fait que oui, t'essayes de faire la meilleure main de poker possible, mais t'as comme un aspect que faut que tu regardes qu'est-ce que tu penses que les autres ont, puis tu peux faire des points juste pour prédire qui tu penses qui va avoir la meilleure main. Mais c'est pas juste du poker, là, c'est beaucoup du... J'ai envie de dire du end building. Dans le fond, tu reçois ta main de 5 cartes. Puis là, à ton tour, soit que tu joues une de ces cartes-là, puis tu fais l'effet, parce que là, oui, les cartes, c'est comme les 54 cartes d'un deck traditionnel, mais dans le fond, chaque carte en plus a un effet quand tu la joues qui te permet d'aller piocher des cartes dans le deck, piocher des cartes peut-être sur le dessus de la défausse, ou dans... Il y a comme une espèce de rivière quand tu joues une carte. Tu l'ajoutes à la rivière, puis là, selon le nombre de joueurs, il y a un certain nombre de spots de disponibles dans cette rivière-là, puis quand la rivière est pleine, dans le fond, c'est ça qui va déclencher la fin de cette ronde-là, si on veut. Puis c'est là qu'on va comparer nos mains de poker, puis qu'on va regarder qui est la meilleure main. Puis en fait, meilleure est ta main, plus tu vas faire de points. Puis après ça, comme je disais, là, tout le monde va... à plusieurs joueurs, ça va être dans l'ordre du tour, mais à 2 joueurs, ça va être en simultané. On va comme essayer de prédire qui on pense qui a la meilleure main. Puis là, tous les joueurs qui ont raison sur cette mise-là vont comme se splitter le pot là, qui est disponible, puis qui va être toujours de plus en plus gros à chaque ronde, pour essayer de donner une chance à ceux qui sont en retard de peut-être se rattraper. Oui, puis en plus de ça, ben, il y a des opportunités de faire des points pendant le round parce qu'il y a des cartes qui te permettent, en plus d'aller chercher des cartes de plus pour modifier ta main. Ben, il y en a qui te donnent des points. Il y en a aussi qui te donnent des points si tu les as dans ta main à la fin de la partie. Ouais, c'est comme les jokers, mais ils comptent pas dans ta main, par exemple. Fait que tu peux pas les utiliser pour faire une straight ou une flush, ou quoi que ce soit, là, mais ça donne comme 2 points safe. Ouais, fait que c'est mieux que rien. Mais c'est ça. C'est pas super pratique dans ta main. C'est cool aussi, t'as des effets qui te permettent d'aller un peu voir c'est quoi les mains des autres, là. Soit que secrètement tu vas regarder un certain nombre de cartes dans la main de quelqu'un, ou tu lui demandes, puis il va dire publiquement c'est quoi comme la force de sa main, là. Genre j'ai 2 paires ou j'ai une straight. Mais il va pas te dire c'est quoi les cartes. Ouais. Ça peut arriver aussi. C'est arrivé quelques fois dans notre game, là, de ouais, qu'est-ce que t'as? Rien. OK. Puis là, un coup que t'es convaincu que t'as de quoi de bon, plutôt que de jouer une carte ou de passer puis de juste comme rajouter une à rivière du top du deck, tu peux aussi comme dire je me mets en ligne, fait que là tu mets toutes tes cartes sur la table. Tu peux plus être targeté par les pouvoirs là, qui permettent de voir les cartes ou de demander la force justement. Puis ça fait qu'à toutes les fois que ton tour il revient, tu vas rajouter 2 cartes à rivière, fait que comme t'accélères la fin du round parce que tu penses que t'as la meilleure main peut-être, ou que tu juste t'es convaincu de qui va avoir la meilleure main. J'imagine qu'à plusieurs joueurs, tu pourrais comme essayer de bluffer puis comme aller all-in vite, que le monde vote pour toi, puis après ça, toi, t'essaies de voir qui a la vraie meilleure main. En regardant comment les autres jouent, parce que si tu vois qu'ils veulent aller piocher des cartes spécifiques, tu te dis, ah ben s'il va chercher dans la rivière, tu sais. Ouais, s'il a pris le 6, 7, 8 de cœur, il y a des bonnes chances d'avoir une straight ou une flush, là, ou une straight flush même. C'est ça. Fait que tu sais, c'est assez drôle comme. Ben, faut que tu portes attention à ce que les autres font pour justement bien juger de c'est qui a la meilleure main. Puis finalement aussi, de développer une bonne main pour toi, c'est important parce que ça va aussi te donner des points. Parce que justement, en fonction de la force de ta main, à la fin, tu vas faire des points même si tu n'as pas eu la prédiction, admettons. Fait que tu sais, c'est important de. Fait que le bluff, il est comme risqué parce que oui, tu peux peut-être faire plus de points sur la prédiction, mais si tu as une main vide quand même à la fin, tu fais moins de points. Ben, à moins que tu aies les jokers. Là, ça peut valoir la peine peut-être plus. Là. Ça te donne comme 2 ou si t'as les 2, 4 points. Ce qui est comme à peu près autant qu'une straight, je pense, ou peut-être même plus que ça. Là. Ouais, si t'as les deux. Puis maintenant, t'as les deux puis une paire, ça te fait quand même une couple de points. Là. Mais tu sais, ça arrivera pas tout le temps. Non. Mais si t'as les deux puis un trip, là, tu pourrais faire le battle. Ouais. Puis c'est ça, niveau complexité puis difficulté.
pense que c'est un A, celui-là aussi. Là. Il est peut-être plus proche du B que Meshikoro, là. Peut-être, ouais. Parce que t'as quand même le choix, la sélection de main dans ta carte qui a un impact sur ce qui va se passer après, là. C'est ça, pis t'as beaucoup de pouvoirs qui te permettent d'aller comme à la pêche pour aller chercher les cartes que t'as besoin, là. C'est juste de... C'est à toi comme... Ben là, dans celui-là, il n'y a pas de petite tête de jeu qui va te dire les probabilités, là, mais tu peux comme essayer de compter c'est quoi tes chances d'aller chercher la carte qui te faut, là. Un peu comme au poker, en fait, là. C'est ça. Donc, c'était All-In Predictions. Puis, de mon côté, j'ai aussi joué au jeu de Dwarf King, ou Le Roi des Nains. C'est un jeu de levée, designé par... Ouais, c'est rare que c'est moi qui ai essayé un jeu de levée. Fait que le designer, c'est Bruno Feduti. Ça a été publié par Yellow. Puis dans le fond, de Dwarf King, c'est un jeu de levée relativement standard. Dans le sens où on va avoir 3 couleurs de cartes au lieu de 4 qu'on a habituellement. Les cartes vont de 2... En fait, c'est les mêmes cartes qu'un jeu de cartes. Fait que tu as de 2 à 10, puis après ça, tu as Valet, Dame, Roi, As. Puis la twist, c'est qu'à chaque round, il y a une carte unique qui est ajoutée au jeu qui va avoir un effet particulier. Cette carte-là peut avoir... ça peut être un 1 d'une couleur, ça peut être un 11, ça peut être quelque chose qui n'a pas de couleur, ça peut être un gros atout, puis ça va varier, puis ça va changer. Des fois, c'est si tu l'as à la fin du jeu, tu doubles tes points ou de la manche. Ça peut être aussi que c'est tout simplement si tu es capable de la jouer lors de la dernière main, tu fais X points. En tout cas, il y a plusieurs variants. Il y en a qui copient la carte qui a gagné le pli d'avant. En tout cas, il y a une couple de twists comme ça. Puis dans le fond, à chaque round, elle va être présente dans le... Donc c'est ça. Puis l'autre twist, c'est qu'à chaque manche, ce qui va faire scorer des points va être différent. Puis ça peut être assez changeant. Autant que des fois, ça peut être des points que les conditions, ça va être des points négatifs que des points positifs qui vont être donnés au cours de la manche. Puis ça, c'est... il y a un joueur, dans le fond, qui a le 5 bleu. Ce joueur-là va pouvoir choisir ça va être quoi la règle qui va être appliquée ce tour-ci. Il a tout le temps le choix entre deux. Tandis que celui qui a le 5 rouge, dans le fond, c'est celui qui va leader en premier. Puis les conditions, ça peut être, OK, c'est soit tu vas scorer le nombre de points qui correspond au nombre de levées que tu as fait, au nombre de cartes que tu as de ta couleur que tu en as le moins. Fait qu'admettons, dans ce cas-là, c'est qu'il faudrait avoir plusieurs cartes de toutes les couleurs. Il faudrait être un peu équilibré. Puis l'autre règle, admettons, c'est juste, tu vas faire autant de points que la couleur de carte que tu en as le plus. Fait que là, tu essaies de gagner toutes les cartes d'une couleur. Puis tu vois-tu ta main avant de choisir? Oui, tu vois ta main avant de choisir. Fait que c'est un gros avantage d'avoir ce choix-là. Là. Oui, c'est vraiment fort. Là. Puis tu essaies de t'aider. Puis des fois, c'est des points négatifs. Quand, admettons, telle main, c'est telle couleur qui fait des points. Puis, admettons, il y a 2 des cartes qui valent 2 points. Mais à l'inverse, tu pourrais dire, OK, c'est cette couleur-là qui fait en fait perdre des points. Puis ces deux valeurs de cartes-là, t'en faut perdre 2 de plus. Fait que t'as des règles quand même assez funky. Des fois, c'est juste gagner plus de plis ou gagner les plis d'une couleur particulière. Avoir des mains, admettons, toutes d'une couleur. Tu sais, il y a des levées. Mais tu sais, il y a plusieurs comme ça conditions de victoire. C'est-tu tu dois suivre la couleur qui est demandée tout le temps? Oui, comme dans un jeu de levée normal. Puis c'est ça, là, ça peut être chaque manche est vraiment pas mal différente de l'autre parce que les conditions pour faire des points sont tout le temps changeantes. Puis dans le fond, comme tu dis, tu sais, d'avoir le choix de c'est quoi la règle qui va être imposée pour cette manche-ci, c'est super ça me semble vraiment avantageux. En plus, c'est une personne qui a une carte en particulier, fait que ça pourrait être moins toute la game. Là. Ça pourrait être toute la game, mais le jeu se fait en 7 manches, fait que tu sais, les chances que ce soit tout le temps... un peu, là. Ouais, mais il y a quand même... C'est pas impossible, tu sais,
que Ouais. t'aies tout le temps la même carte. Puis toutes les cartes sont distribuées à chaque manche? Ouais, toutes les cartes sont sorties à chaque manche. Ok. Fait que tu sais, ça. Fait que tu peux Tu compter, comptes. puis ouais. Ouais. Ok, je serais curieux de l'essayer. C'est comme un genre de jeu de levée qu'une twist, mais avant que ça soit cool, ça aussi. Là. Tu nous sors des vieilles affaires, mais dans le fond, qui sont super hipster parce qu'ils faisaient ce qui est à la mode maintenant. De 5 ou 15 ans. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. Comme tu dis, c'est sûr que, tu sais, vu que c'est tout le temps la même, c'est qui a telle carte, tu sais, t'as le risque de subir un peu, tu sais, si quelqu'un réussit à avoir cette carte, ben, par hasard, cette carte-là, 4 fois, ben, il a choisi 4 fois la règle de scoring, fait que, tu sais, ça peut être swingy à ce niveau-là. Ouais. Mais encore faut-il que tu aies la main qui fit avec la... Dans le fond, t'as le choix, tu piges une tuile ou une carte, puis t'as le choix entre deux dessus. Là. C'est Se peut ça, que les exactement. deux, ils t'arrangent pas non plus. Là. C'est possible, ouais. Ok. Ben, je serais curieux de l'essayer. Toi, dans ton, mettons, ranking de tous les jeux de levée que t'as essayé, serais-tu dans le top, milieu, bas? Milieu. Tu sais, c'était intéressant, mais tu sais, j'ai plus eu de fun, genre à Aurum, à Ghost of Christmas, puis The Crew que ça. Mais j'ai quand même eu du fun. Puis c'était particulier parce que c'était tout le temps changeant. Fait que tu sais, fallait que tu adaptes tout le temps ta stratégie. Puis ça, j'ai trouvé ça bien. Mais ça, t'avais un peu ça dans Origin Story, mettons? Il te Ouais, filait-tu plus ou moins random que celui-là? ben, j'ai envie de dire que vu que ça changeait puis que c'était tout le temps différent pour tout le monde, tu sais, ça file un peu moins swingy dans le sens où tu sais, tu peux avoir des mauvaises combinaisons dans Origin Story puis qui te suivent toute la game. Tu t'as pas un bon. Tes pouvoirs du début, ils matchent pas bien ou. Fait que Ouais, mais... t'es pogné avec ces pouvoirs-là toute la game. Oui, ok, tu peux décider d'en activer d'autres puis dire ok, finalement, celui-là, je l'activerai pas vers la fin parce qu'il est pas bon ou parce qu'il Mhm. fit pas. Puis t'as l'opportunité de dire ok, je vais faire beaucoup de levées ou pas de levées, là. Mais c'était comme plus nouveau chaque manche dans The Dwarf King que dans Origin Story. Ok. Mais c'est sûr que Origin Story il est wild là, quand même. Là. Ouais, Fait que mais je trouve qu'il te donne... Tu sais, t'as beaucoup de pouvoirs qui te permettent, mettons, de piger les cartes, puis d'en discarter, puis de, comme, échanger avec les autres joueurs. Fait que un peu de mitiger ta main, là. ouais, ouais. Versus lui, où que là, toutes les cartes sont passées, puis t'as pas parlé d'échange, fait que j'imagine que t'es pogné avec tes 13 cartes, puis la titre, là, ou peu importe le Ouais, nombre, là, selon le nombre de joueurs, là, mais... ouais, oui, ça c'est sûr que. En tout cas, quand on a joué, on n'a pas vu d'effet qui faisait qu'on pouvait échanger. Ah, il y en avait un à un moment donné, mais c'était intense. C'était carrément, je pense qu'on échangeait nos mains. Oh! Ouais, il y avait un truc qu'il fallait échanger nos mains. En fait, ça, c'était une carte. Une des cartes spéciales qui se rajoute Ouais, avec les autres, là, ouais. c'est ça. Puis sinon, il y avait aussi les pouvoirs que, dans le fond, faut que ce soit ton voisin qui. Ah oui, ouais, il y avait un échange à un moment donné, c'est vrai. Il y a eu un échange, c'est justement quand c'était la manche où est-ce qu'il fallait que ce soit ton voisin de gauche qui remporte des levées. Il me semble que tu pouvais lui donner une carte. Hmm. Je suis tout à fait certain. Là, tu sais, c'était tellement différent d'une manche à l'autre que tu sais, c'était dur de se rappeler exactement qu'est-ce qui s'était passé à quelle manche. Là, puis il y en a eu Ouais, 7. ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, fallait que le voisin, fallait que ce soit ton voisin qui gagne pour que tu fasses des points. Fait qu'en tout cas, il y a comme. Tu sais, c'est des trucs qu'on a revus ailleurs, là, parce que. Tu sais, il y en a des jeux de levée, il y en a pas un autre. Là. Ouais, ouais. Mais là, c'était comme plus. J'ai envie de dire, c'était relativement simple parce qu'il y avait tout le temps juste comme 2 éléments un peu différents, mais qui avaient quand même un gros impact. Là. Puis La carte. la carte spéciale, est-ce que tout le monde sait c'est quoi avant Oui, que ouais, ok. Fait que tu la montes, après ça, tu passes le paquet, puis il y a quelqu'un qui l'a. ouais. C'est pas genre, haha, j'ai un. J'ai une surprise, puis tu n'as aucune idée de comment t'en préparer. Là. Ouais, c'est ça, ok. Au moins. Ouais. Cool, ben je vais mettre ça sur ma liste de jeux à essayer si l'occasion se présente.
Fait que c'était The Dwarf King ou le roi des nains. Et maintenant, on arrive au plat principal. Notre discussion sur savoir c'est quoi un euro. Ben, tu sais, c'est la monnaie en Europe, là, depuis le début des années 2000, là. C'est avec ça que tu payes. C'est avec ça que tu achètes tes jeux. Quand tu les prends chez Philbert, là. Ouais. Non? Ok. C'est quoi un jeu euro, Sam? Ah! Ben oui. On peut-tu la couper au montage, celle-là? Oh non! Ben, écoute, si tu veux faire le montage pour celui-là, tu pourras la couper, mais j'ai des doutes. Bon. Bon, ben, je tiens à m'excuser à tout le monde pour cette blague. Fait que... Ça, je vais peut-être le couper. Fait que... Ouais, c'est quoi un jeu euro? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'où ça vient? C'est quoi, tu sais... je pense que je commencerai peut-être avec l'étymologie du terme, là. Dans le fond, c'est un terme qui est apparu au début des années 90, je pense, peut-être même un petit peu avant. Puis que là, dans le fond, on essayait de distinguer les jeux... ben, dans les jeux modernes, mettons, les jeux plus de style américain, là, qui étaient beaucoup comme axés sur le thème, avec beaucoup de règles, beaucoup de dés, de hasard, mais tu sais que toutes les règles étaient pour servir le thème versus les jeux européens, mais beaucoup allemands à l'époque, où on était plus focusé sur les mécanismes, l'optimisation, puis on était vraiment pas dans le... Ben, au début, là, en tout cas, on était comme des règles simples, mais beaucoup d'interactions, puis beaucoup de complexité qui émergeait de ces règles simples-là, puis qui nous donnaient des jeux qui étaient comme pas axés sur le conflit direct, mais qui... on pouvait avoir de la gestion de ressources, on va avoir des points de victoire qu'on va essayer d'accumuler, puis d'être optimal, avoir peut-être un espèce de puzzle, puis celui qui réussit le mieux à faire ses conversions, puis à être efficace, va avoir plus de chances de gagner. Souvent, c'était des jeux qui étaient qui voulaient être très fair, très équitable envers tous les joueurs, tu sais, que c'est pas une question de qui a été le plus chanceux qui a gagné, mais qui a joué le mieux. Ouais, tu sais, c'était... Au lieu de vendre, dans le fond, une expérience de jeu, tu sais, c'était vraiment plus, comme tu disais, un casse-tête, un puzzle, où au final, celui qui va gagner, ce sera pas celui qui va être le plus chanceux, ça va être celui qui va avoir vraiment le mieux excellé dans le casse-tête qui est présenté devant, dans l'optimisation de tout ça. Tu sais, ça, c'est des généralités, là. C'est sûr qu'il y a plein d'exceptions, puis comme je pense que depuis ce temps-là, les deux genres se sont beaucoup influencés, puis beaucoup mélangés. Ce qui fait que maintenant, un euro, c'est quand rendu un terme un peu fourre-tout, qui est appliqué à beaucoup, beaucoup de jeux, que des fois, je suis juste... On s'éloigne de cette essence-là. Puis il y a d'autres choses qui sont arrivées après. C'est devenu beaucoup avec le temps de la construction de tableaux, des trucs plus comme de... on entend beaucoup souvent le terme solitaire en multijoueur, là, des jeux qui n'ont pas beaucoup d'interaction, qu'on fait chacun notre petit puzzle dans notre coin, puis à la fin on regarde qui l'a le mieux fait, puis qui a le plus de points que les autres, là, mais qu'on peut pas trop se mettre des bâtons dans les roues. Puis je pense que maintenant, il y a beaucoup de monde qui associe le terme euro avec ça, puis on dirait que moi je suis comme pas d'accord avec ça, parce qu'au début, c'était pas ça. Là. Les jeux comme El Grande, Carcassonne, c'était très... sans être de l'interaction dans ta face, c'était quand même très coupe-gorge. Là. Ouais, mais moi, là, t'as mis El Grande dans ça, puis moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, pour moi, un euro, c'est pas aussi agressif, puis interactif, où est-ce que vraiment tu peux scraper les plans de l'autre. Souvent, c'était plus des jeux où justement tu vas construire tes trucs à toi. Oui, il y a un certain niveau d'interaction, mais ton engin à toi reste relativement safe. Dans les grandes deux, tu as des actions qui vont vraiment complètement scraper les plans des autres. Là. Moi, j'ai un peu de misère à dire que c'est un euro. Pour moi, ça file pas ça. Je vois pas. Je dis à soir, on joue un euro, je vais pas sortir El Grande.
Mais pour moi, tu vois, je pense que c'est comme... Pourtant, ça a été comme le... En anglais, ils disent le poster child, là, comme l'exemple parfait du euro pendant bien des années. Là. Ben, en tout cas, moi, avec mon interprétation du euro maintenant, j'aurais plus dit Mais c'est sûr que c'est pas un euro Terra moderne. Mystica, Là, comme... ou j'aurais plus dit tu sais, moi là, tu me dis euro, ce que je vois, c'est genre Heaven and Hell. Tu sais, tu vas chercher des points, tu construis tes champs, Ouais, mais tu scrapes les tu plans de optimises l'autre tes aussi. ressources. Tu dis que dans une grande tu peux scraper les tours des autres. Dans Heaven and Hell aussi, là, si tu vas chercher le disque ou la ressource qu'il a besoin avant lui, tu Oui, lui mais mets c'est des pas. gros bâtons dans les roues. Là. Oui, mais tu sais, Mais, son board à lui reste safe. Tu sais, là, dans El Grande, le mais ta board, main tu de sais, carte, il est elle reste il est safe. ta main de carte dans El Grande, t'as pas vraiment. Ben oui. Oui, t'as tes chiffres, là, Mais mais c'est je veux dire, ça. tu sais. C'est comme... C'est la moitié du jeu, c'est choisir quand est-ce que tu joues ces chiffres-là. Là. Ouais, mais tu sais, c'est plus les actions qui viennent toutes brasser. Tu sais, tu déplaces le roi, tu sais, vu que c'est comme. Tu sais, t'as beaucoup trop d'impact sur les autres pour que moi je vois ça comme un héros. Tu sais, c'est à la limite du troupe sur la carte, là, presque, El Grande. Non, vraiment pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tu Moi, peux... c'est quand, moi, quand je tu- joue, c'est comme ça, je feel. Là. quand t'ajoutes des troupes, t'en enlèves pas aux autres. Là. Il peut Non, mais toujours en des remettre fois, plus puis te redépasser. Hein. mais il y en a où des cartes aussi où t'en enlèves, puis où t'es déplaces, puis tu sais. T'es déplaces, oui, t'en enlèves. Ah, mais ça, il y a des cartes où est-ce que tu peux enlever des bonhommes. Il y en a une, je pense que t'en enlèves de la réserve disponible puis tu les remets dans la réserve pas disponible. Là. Je me rappelle plus des termes de jeu pour ça. Là. Puis il y en a une que tout le monde choisit une région puis sont obligés d'enlever leurs bonhommes de cette région-là. Mais c'est eux qui choisissent laquelle. Fait que tu peux en prendre une où ce que t'as pas grand-chose. Ouais, mais tu sais, je sais pas, ça file pas. C'est pas ce jeu-là que je vendrais, tu sais, pour une soirée euro. Je pense qu'il y a un truc aussi qui revient peut-être dans les euros, c'est la course au point. Souvent, tu sais, il n'y aura pas d'élimination des joueurs, mais ça va se déterminer finalement. Le vainqueur va être choisi en fonction d'un nombre de points le plus élevé qui va être plus ou moins, qui va être une information plus ou moins opaque, plus ou moins visible, je veux dire. Ouais. Dans le sens où t'as des jeux où justement ça va être un peu caché, là, genre, je pense à Concordia, parce que tu sais pas, à moins que tu aies une super bonne mémoire pour te rappeler quelle personne a acheté quelle carte, ça reste abstrait. Je veux dire, ça reste caché. Ben, semi, là, t'as quand même une idée, là. Parce que les Ouais. personnes, ils jouent les cartes, puis dessus, c'est écrit, là, qu'est-ce qui donne des points, là. Fait que tu peux regarder, là. Ouais, mais tu sais, te rappeler de toutes les cartes de tout le monde, maintenant, c'est difficile. Ouais. Aujourd'hui, moi, je pense à d'autres jeux, je pense à Nucleum, je pense à Anachronie, des jeux très tinky, où il y a beaucoup de pièces en mouvement. Puis où c'est ça, c'est pas nécessairement facile de déterminer c'est qui le gagnant avant la fin, à cause qu'il y a plein de points cachés souvent en fin de partie. Tu peux avoir une bonne idée à mener, là. Mais je pense que dans ces deux jeux-là, il n'y a pas rien qui est caché, là. Si tu regardes le board de l'autre, tu sais combien de points il va faire, là. ouais, ben, C'est pas comme... il Il est pas genre sa piste, là, mais tu peux le regarder puis le calculer, là. Ouais. Mais c'est Surtout pas si tu comme joues sur direct dans ta BGA, face. mettons, là. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes de jeu aussi qui sont souvent associés avec l'euro, là. Si on pense, mettons, on a parlé de gestion de ressources, remplir des contrats pour faire des points, c'est de quoi qu'on voit dans beaucoup de ce genre de jeux-là aussi. Placement d'ouvriers, pour moi, ça fait très euro aussi. Ouais. Engine building, tableau building, ça fait euro aussi. Des enchères. Oui. Mais encore là, ça, c'est super interactif puis coupe-gorge, mais pour moi, ça fait quand même très euro, là. Ouais, ben, coupe-gorge, pas tout le temps, là. Ça va dépendre des jeux. T'sais, si tu penses à The Estate, mais The Estate, c'est un euro. Moi, je sais pas. C'est-tu un euro? Tu sais, c'est super sauvage. Tu peux
peux scraper les plans de quelqu'un vraiment comme faut en t'arrangeant pour pas finir la rue de quelqu'un. Il n'y a rien qui est safe à part l'argent que t'as caché. Là. Le reste, tout bouge Ouais. tout le temps intensément. Fait que. C'est peut-être pas un bon exemple d'un euro, mais peu importe ce que tu fais avec l'enchère après, une enchère, ça peut être coupe-gorge dans le sens que je peux faire des mises. Surtout si c'est un jeu avec une économie fermée ou ce que c'est celui qui gagne l'enchère paye un autre joueur, là. Ben, tu sais, tu peux comme. Le joueur qui a le plus d'habileté va être capable de bullier les autres, là, puis de prendre contrôle de la Ouais. partie, là, en faisant les bonnes mises au bon moment, là. Ouais. Ouais. On parle, on parle de mise, puis on a parlé de certaines mécaniques. Il y a des jeux qui sont un peu sur à mon avis, un peu sur la ligne. Tu parlais d'El Grande. Pour moi, c'est pas tant un euro. Ça file pas euro, mais Cyclade, admettons. Ouais, ben là, lui, c'est plus comme un hybride. Ou ce qu'on a voulu comme mélanger un jeu de troupes sur la carte, où ce qu'on a des soldats, on a des armées, on les déplace, on roule des dés, on les enlève. Mais toutes tes actions sont dictées justement par un système d'enchères qui dépend de ton argent. Fait que là, plus tu contrôles le territoire, mais pas de n'importe lesquels territoires, juste certains territoires, tu fais de l'argent avec. Puis là, tu dois dépenser cet argent-là pour décider qui va avoir accès à quelle action ce tour-ci, qui va pouvoir attaquer même, qui va pouvoir s'acheter des bonus. Fait que tu sais, je trouve que c'est un beau mélange des deux, mais en même temps, ça fait que ça devient un jeu qui est difficile à sortir parce que ceux qui aiment vraiment beaucoup les euros puis la gestion puis tout ça, ben ils vont peut-être pas aimer le côté où on se tape sa gueule puis on se rentre dedans avec des armées puis on se vole des villes. Puis, tu sais, ceux qui trippent sur Risk, puis Access and Allies, puis les autres jeux de combat comme ça, ben, ils vont peut-être pas aimer le côté enchère puis gestion de ressources, là. Ouais, mais là, tu as dit c'est comme un hybride, mais on est-tu en train de dire que c'est pas une question de le jeu c'est un euro, c'est pas un euro, tu peux être un peu un euro? Ben, tu peux avoir des éléments qui rappellent les euros ou qui est inspiré par les euros, mais pour moi, c'en est pas un, en tout cas. Ok, fait que il y a comme cette espèce de. C'est comme un spectre, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme un gradient, t'es pas. Tu peux être un peu euro, genre, c'est quoi, t'es un euro-like? Ben, je pense que quand t'es rendu à un certain point dans le gradient, t'es un euro. Mais Cyclade, il est pas rendu là. Ok. Ce serait plus un trouble sur la carte. Ben, comme je te dis, il est genre entre les deux, là. Pas mal à mi-chemin. Ok. C'est ce qui fait qu'il est plus trouble sur la carte, c'est parce qu'on déplace des unités ou Ben, on déplace des unités qui se tapent sa gueule, puis si je suis dans un. Tu sais, si je suis à un endroit sur la carte, toi, tu peux pas y être non plus, là. T'sais, c'est pas un jeu de majorité, là. C'est un jeu de contrôle de territoire. Puis quand il y a un joueur qui est là, il peut pas en avoir un deuxième. Ok. Et Fait tu que s'il vas attaquer les choses des autres, là. Tu peux leur enlever, justement. Leur territoire, leur ville, leurs ressources. Ok. J'essaie de te piéger, mais t'es pas tombé dans le panneau parce que j'essaie de trouver une excuse pour te dire ah, Comme dans Grande. c'est ça. T'as bien évité. Ok. Mais dans le même style un peu, tu sais, qu'il y a beaucoup d'éléments euros, mais qui s'apparentent un peu à un trouble sur la carte. Moi, je pensais aussi à Blood Rage, tu sais. Parce que il y a la mécanique de draft de cartes, la gestion de tarage, tu vas comme un peu t'améliorer avec Ouais, certaines tu vas cartes améliorer tes upgrade. unités. C'est un petit côté engine building comme ça. Pour moi, tu vois, il feel plus euro que Cyclade parce que les combats sont plus. C'est quasiment de la gestion de Déterministique. ressources, là. Tu sais, c'est ton nombre d'unités qui est là. Peut-être qu'ils ont des pouvoirs qui leur ajoutent des points. Mais après ça, on joue des cartes. Il faut que tu utilises ta rage pour jouer ces cartes-là qui vont te donner des bonus. Mais tu sais. Puis oui, il y a le côté incertitude du fait que je sais pas exactement c'est quoi ta main de carte, même si je peux avoir une idée parce qu'on les a draftées, ces cartes-là. Fait que tu sais, si je t'ai passé le paquet, puis qu'après ça, le paquet il m'est revenu, puis qu'il n'y avait pas cette carte-là. Je sais peut-être, ça peut être toi ou ça peut être un autre joueur, là, mais je sais que cette carte-là est en jeu, là. Ouais. Il y en a une coupe que j'ai pas vue, là, mais
je peux quand même avoir une bonne idée des possibilités. Surtout si j'ai joué beaucoup de fois au jeu. Je sais qu'est-ce qui est dans le deck aussi. Là. Ouais. T'as un peu plus de prévisibilité. C'est ça. Tu sais, pour moi, c'est plus un jeu euro qui essaye d'être un. De se présenter comme un contrôle de territoire que l'inverse. Là. Ouais. Tandis que Cyclade, il est peut-être plus ça, là, genre le jeu de contrôle de territoire, mais qui essaie de se faire passer pour un euro avec son enchère. Là. Ouais. On s'entend par contre que c'en est un autre que tu sais, je vais pas te le montrer comme étant un euro. Là, Non, tu sais. je pense pas qu'il a atteint le seuil pour être euro dans le spec non plus. Ouais, ouais. Je suis curieux, j'aime ça tester un peu cette ligne-là. Ouais, Tu où la sais. ligne, tu sais? Ouais. Puis on a fait un épisode, tu sais, 4X euro, tu sais, avec Anunnaki puis Voidfall. Puis tu sais, ça. Mais pour moi, tu vois, ces deux-là, ils tombent carrément dans le euro. Parce que justement, l'aspect, tu sais, comme contrôle de territoire puis combat, il est comme tellement déterministique puis comme calculé, tu sais, c'est des ressources que tu dépenses puis d'attitude, là. Mais remarque, c'est le cas pour Blood Rage aussi, fait que peut-être que Blood Rage aussi, ça devrait en être un d'abord. Ben, c'est rough, là. Moi, tu vois, par contre, tu sais, comme je disais tantôt avec El Grande, tu sais, pour moi, tu peux trop impacter l'autre joueur. Tu vas y voler son territoire. Tu sais, oui, c'est tout mathématique, puis c'est déterministique, mais cette trop forte interaction-là sur le plateau puis la situation des autres, moi, ça me. Je pense que c'est là qu'elle est, moi, ma limite sur est-ce que je perçois ce jeu-là comme un euro ou pas. D'abord, Fait que, Sight, c'est un peu le même style aussi, là. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup axé sur gestion de ressources, efficacité de tes actions, construire ton tableau. Une fois de temps en temps, t'as un combat, mais au final, des combats, c'est juste une ressource de plus que t'as à dépenser là, pour savoir qui gagne. ouais, mais tu sais, C'est un peu comme une enchère, là. Qui bide le plus gagne de garder ce territoire-là. ouais, ouais. Mais tu sais, tu as quand même l'aspect contrôle de territoire, l'aspect expansion, les unités qui vont se promener. Fait que tu sais, je vois ton point, là, j'entends ce que tu dis, mais Parce que tu vois, pour moi, il file encore. Il est encore plus loin dans le spec, puis lui, il est fermement euro, là. je dirais pas fermement, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ton point. Un jeu Mais comme tu sais, Boss, mettons, pour laisser faire le contrôle des territoires, là, c'est vraiment comme tu construis des réseaux, puis t'as une ressource partagée qui est les passagers, puis les buildings sur ce réseau-là. Puis là, tu joues du coude en tabarouette avec les autres joueurs pour être celui-là qui est capable d'amener ces passagers-là où ce qu'ils veulent aller. Mais tout ça, c'est comme, ouais. c'est du placement d'ouvriers, c'est de la programmation. Ouais, puis il y a moyen de scraper les plans des autres en masse avec les passagers. Là, tu vois, là, tu me fais douter un peu, là, parce que Boss, moi, ça file l'euro, là, tu sais, c'est. Mais ça peut pas Ça, être. c'est. C'est un des jeux les plus méchants que je connais, là. Ouais, c'est ça et tout, là, que je. Puis pour moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, en fait. Parce que j'aime ça être méchant avec mes amis. Quand on joue à des jeux. Ouais. Quand on joue à des jeux, Mais, c'est bien important de le préciser. ouais. Mais ouais, j'ai envie d'être d'accord avec toi, là. Je n'ai pas d'argument contre le fait que, tu sais, ça file l'euro. C'est super calculateur, c'est super. Mais tu peux quand même scraper le plan des autres. Mais t'as pas vraiment de plateau personnel non plus, là. Mais es-tu obligé d'avoir un plateau personnel pour être un héros? Je pense que les héros plus modernes ont souvent ça. Tandis que les héros plus classiques, on était vraiment plus dans le plateau commun où on interagit dessus. Euh, que ce soit avec du placement d'ouvriers ou même des placements de tuiles. Tu sais, les Carcassonne, les Tigres Euphrates, Medina, c'est comme un jeu où on va aller placer des pièces qui vont interagir avec les pièces des autres. Puis c'est un plateau commun qui se bâtit, puis ça peut amener beaucoup de friction puis d'interaction, mais pour moi, ça reste des euros quand même. Parce qu'on a quand même l'aspect de, tu sais,
Je reviens à ma définition du début, c'est fair, c'est... Ouais. Ça peut être très Ça a de la- agressif, mais c'est pas du take that. C'est pas... Tu places des tuiles, puis moi je place les miennes par-dessus pour les détruire. Là. Mais je peux placer des tuiles à côté qui vont complètement scraper ta game. Là. Ouais. Mais c'est drôle, ça. Placement de tuiles, c'est une mécanique, tu sais, qu'on voit dans des jeux euro, mais tu sais, je le vendrais pas comme euro, tu sais, je vais avoir tendance à dire que c'est un placement de tuiles. C'est un peu drôle, parce que c'est ça, euro, ça sonne un peu, c'est comme un genre, une tendance, un truc qui est comme plus haut que les mécaniques, mais en même temps, tu sais, c'est comme difficile, tu sais, c'est ça, parce que c'est rare que je vais dire ça, c'est un jeu, c'est euro. Je vais avoir tendance à décrire le jeu comme des mécaniques, mais tu sais, si on prend Feast for Odin, il y a du placement de tuiles, il y a de la sélection d'actions, Ouais, du placement d'ouvriers. puis c'est euro. Hein. Ah, c'est euro en tabarouette. Puis les tuiles, c'est le placement de tuiles. Ben là, il est sur un plateau personnel, par exemple, pas sur un plateau commun, mais quand même un gros aspect du jeu. Ouais. Un jeu, mettons, ça fait un bout qu'on en a parlé, là, mais Quadropolis. Encore une fois, tu places tes tuiles, tu essaies de les agencer pour maximiser ton score. Fait que tu as l'aspect un peu puzzle. Ouais. En fait, là, j'essaie de me dire, OK, c'est dur de dire qu'est-ce qu'il y a dans les euros. Y a-tu moyen d'identifier, au lieu de dire, OK, c'est ça qui fait un euro, y a-tu moyen plutôt de dire, c'est quoi qui fait que t'es plus un euro? Peut-être c'est ça qui va être plus facile. C'est plus une règle peut-être d'exclusion qu'une règle d'inclusion. Ok, ouais. Peut-être c'est de ce sens-là qu'il faut le voir. Fait que si on Fait revient que à la définition de base des Ameritrash, qu'est-ce qui fait que t'es un Ameritrash plus qu'un euro? souvent, c'est le hasard, c'est le rouler des dés. C'est le fait que il y a des trucs qui vont se passer qui vont être totalement hors de ton contrôle, mais en fait qui vont être hors du contrôle de tous les joueurs. Qui va influencer la partie de façon quand même significative. Ben ça, Moi, c'est. je pense que tu peux en avoir dans un euro aussi quand même. Tu sais, les jeux de placement de dés, mettons. Tu roules Oui, des mais tu dés, sais. après ça tu les drafts, tu les places. Tu sais, un jeu comme 3, mettons, il y a plein de dés, mais... Euro Il y as a des. fuck, là. C'est ça, mais c'est des dés, mais c'est pas le résultat, dans le fond, le succès de ton action dépend pas du dé. Des Parce fois, que le oui. dé est roulé. Mais Ouais, mais. des fois, il y a des actions que tu fais qu'il faut que tu roules les dés. Puis dans Feast for Odin aussi, d'ailleurs. Quand tu vas à la chasse ou à la pêche, tu roules un dé. Là, si tu réussis, ça te donne une récompense maximale. Si tu l'as pas, ça te donne une petite compensation. Ouais. Fait que là, c'est plus des euros. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas peut-être un aspect majeur du jeu. Ouais. Parce que dans 3, j'ai envie de dire, les dés sont roulés, mais tu prends les dés tels quels, puis tu fais les affaires avec les dés comme ils sont, puis ça va pas. Tu vas pas planifier, tu vas pas faire un plan, puis après ça, le dé va te dire si ça va marcher ou pas. C'est plus, les dés sont là, tu fais ce que tu veux avec. C'était un peu comme on parlait dans un autre épisode, incertitude versus Hasard. hasard, tu sais. C'est plus d'incertitude. Mais là, c'est vrai que quand tu prends Feast for Odin, ben là, le succès de la chasse, on a ce petit bémol-là, on va dire. Mais tu sais, t'as des moyens de dépenser des ressources pour le mitiger aussi. Qui, ça, je pense, la mitigation du hasard. C'est peut-être plus ça qui fait que c'est un euro ou pas. Tu parlais aussi tantôt de trucs qui affectent tout le monde. Mais je pense que tu peux avoir ça dans les euros aussi, par exemple. Tu sais, il y en a des euros que tu as des événements, mettons, que... tu sais, dans Orléans, mettons, au début du tour, tu flippes une carte, puis là, ça dit faut que tu payes telle ressource, sinon t'as un gros malus de points. Ou dans Revenant, qu'on a parlé au dernier épisode, tu sais, si les Voidborn réussissent à passer sur le vaisseau, puis à le péter, t'as comme un malus qui s'applique à tout le monde, à Dragonnier aussi. Puis c'est des trucs qui sont déterminés au hasard au début du tour. Peut-être que tu vas le voir avant qu'il s'applique, puis tu peux te préparer un peu, mais ça reste un hasard qui affecte tout le monde, puis que t'as pas trop de contrôle dessus. Là. T'en as un petit peu quand même. Là.
peux voir l'argument là, que dans Dragonnier, tu peux comme aller chercher le bonus pour choisir lequel des deux, puis dans Revenant, tu peux essayer de t'arranger pour que les Voidborn y passent pas, là, mais tu sais, dans une partie à 4 joueurs, si t'es le seul à faire ça, puis que les autres ils décident que les Voidborn ils vont passer, je pense qu'ils vont passer, là. Ouais. Ouais, puis tu parlais de ça, puis là, je repensais aussi aux cartes des cycles dans Voidfall, là, où est-ce que justement Ouais. ça se peut qu'il y ait un événement qui rajoute des Voidborn puis ou qui change un peu qui vont affecter le pointage aussi, puis ça tu peux pas vraiment le savoir d'avance. Ouais. OK. Sinon, qu'est-ce qui est pas un euro? Les jeux de party. Définitivement pas des euros. Ouais, non, ben là, c'est ça. Les jeux de dextérité. Ça. Ah, ça, Pour la clairement. Je sais même pas si c'est un jeu de société, ça. Les jeux de cartes comme les jeux de levée, c'est pas des euros non plus. Non, Un jeu comme Ark mais ça pourrait-tu l'être? ou un Brian Boru. Un Brian Boru, ça look, puis ça me semble ça fait l'euro, là. Mais c'est un jeu de levée. Ou en tout cas, il y a une mécanique de levée dedans. Ouais. C'est un jeu de majorité. Il y a des pistes. Ah, c'est vrai, c'est une affaire qu'on n'a pas dit. Des pistes. Tu te coûtes plus euros que ça. Monter sur une piste, avoir des bonus selon à quel point t'es haut ou quand t'arrives à un certain seuil, ben c'est là que t'as le bonus. Ou il y a des jeux plus modernes aussi que dès que t'as atteint un seuil, ça te permet d'avoir un bonus permanent pour le reste de la partie, puis qui va peut-être s'améliorer avec le temps. C'est euros, ça aussi. Là. Ouais. Hey, tu as parlé de mécanique, tu sais, c'est ça, de cartes importantes avec Arcs puis Brian Boru, puis là, j'étais comme, est-ce qu'il y a des deck building? On peut dire que c'est un euro. Est-ce que Dominion, genre, tu sais, parce que... Pour moi, ça feel euro, même s'il y a beaucoup de hasard du fait que c'est un deck building. Mais tu sais, ça reste que c'est de l'optimisation d'action, de la gestion de ressources. C'est ça, c'est que ton deck, c'est ton set de ressources, puis tu veux l'épurer, tu veux l'optimiser, tu construis l'engin pour qu'il marche le mieux possible et qu'il rapporte le plus. C'est-tu euro? C'est une course de points, là. Carrément. Ouais. Dominion, je pourrais voir l'argument qu'il l'est ou qu'il l'est pas, mais mettons Dune Imperium. Où là, il y a du deck building, mais t'as aussi comme une gestion de main du fait que faut que tu utilises les cartes de ton deck pour aller placer tes ouvriers, pour accumuler des ressources, qui te permettent d'acheter une meilleure carte, faire des points, tu montes sur des pistes. Ouais. Là, tu vas me dire, mais il y a un conflit. Mais le conflit, c'est juste une piste aussi, là. Ouais. Au lieu d'avoir de l'argent pour acheter des cartes, t'as aussi la ressource combat pour gagner les conflits puis convertir ça en d'autres récompenses, qui est un peu comme des contrats qu'on voit dans bien d'autres jeux, là. Ouais, ou c'est peut-être plus un truc de majorité. Ouais, ou à la limite une enchère. Le nombre de... Ouais, enchère, majorité. Ouais. Là, on va arriver à l'argument que tout est en fait une enchère, là. Ouais. Parce que tu peux te rendre là, même qu'un jeu de levée, dans le fond, c'est une enchère. C'est juste quelqu'un qui commence, il te force à dépenser une certaine forme d'argent. Une monnaie particulière. C'est ça. Un type de monnaie particulier. C'est celui qui a bidé la plus grosse carte de cette monnaie-là gagne. Ouais. Ouais, c'est... Fait que si tout peut être une enchère, tout est un euro. Fait que si tout est un euro, rien est un euro. Puis le terme sert à rien. Ouais, c'est comme... C'est drôle, hein? Moi, on dirait que ça vient avec un feeling, tu sais, euro. You know it when you see it. Ouais. Mais c'est pas très utile comme définition, ça non plus. Non, vraiment pas. Essayer de terminer, c'est quoi? Mettons, qu'est-ce qu'il y en est pas un? Les jeux d'enquête. C'est de résoudre un mystère, ça fait pas euro du tout. Moi, je trouve les jeux vraiment de troupes sur la carte en tant que tel, ça file pas euro non plus. Tu sais, les jeux narratifs. Les jeux coop. Les jeux coop. Je me posais la question. Est-ce que tu peux-tu être coop puis euro? Puis Ben, j'ai envie de dire oui. Un jeu comme Daybreak, mettons. C'est pas. Tu sais. Ouais. Tu construis un tableau de cartes, t'as plein d'icônes.
ça peut pas être bien plus euro que ça. Là. Tu gères des ressources. C'est juste que plutôt que d'essayer de gérer les ressources pour faire le plus de points, c'est que t'essayes de tout ensemble gérer les ressources le mieux possible pour diminuer assez la pollution avant que la planète explose. Là. Ouais, ok. Et Daybreak, j'ai envie de dire oui. Je pense que c'est un bon exemple. Spirit Mais après Island, à la ça, limite, ça file très euro aussi. Là. Tu gères ta main de carte, tu gères tes ressources qui sont tes éléments, ton énergie, tu essaies de repousser les envahisseurs aux endroits clés. C'est beaucoup d'optimisation. Pour moi, ça feel comme un euro. Là. Ou en tout cas, c'est un jeu coop fortement inspiré des euros. Un peu comme, à la limite, je pourrais dire que Gloomhaven, c'est un dungeon crawler euro-esque. C'est beaucoup plus déterministique, c'est pas du choquage de dés, c'est vraiment comme tu gères ta main de carte, puis t'essayes d'optimiser, c'est juste qu'au lieu de comme transformer 3 roches en 5 bois en 8 points, ben t'essayes de gérer tes mouvements pis tes dégâts, là. Ouais, ça me fait bizarre, genre, tu me l'as dit, puis j'ai quasiment ressenti un inconfort, mais c'est... Je dis pas que, tu sais, j'appellerais ça un euro, pis comme, tu sais, genre, ah ouais, moi je suis un gros fan de jeux euro, j'ai comme, ah cool, je vais t'inviter à faire ma campagne de Gloomhaven, là, mais... Ouais. Mais je vois que c'est fortement inspiré d'eux. Ouais. On voit qu'on recherche un feeling de ça. C'est peut-être qu'on s'approche. C'est ça, c'est la version euroifiée d'un dungeon crawl. Ouais. Ok. On peut peut-être accepter ça. C'est un jeu comme Heat. C'est un euro, Heat? Ça me dit, il n'y a peut-être pas de points, mais tu sais, quand tu y penses... Il y a pas de points, non, c'est la piste, là. C'est clairement une course aux points cachés. Ben, c'est juste que t'as des points qui sont différemment. C'est qu'il faut aller les chercher différemment. Tu sais, genre quand t'as un croche ou quoi, là. Mais au final, c'est comme si c'était des points, là. C'est le premier qui finit tant de tours, c'est comme si c'était le premier qui faisait tant de points, puis t'avances de temps avec tes cartes. Puis même si le tiebreaker, tu sais, si on est plusieurs à franchir le seuil, c'est celui qui est le plus loin après. Là. Fait que c'est celui qui a eu le plus de points. Le plus de points, ouais. Ouais. Puis tu sais, t'as un aspect gestion de main, t'as même un aspect draft. Quand tu joues avec les variantes avancées, puis avec les extensions, où tu vas te drafter des cartes en début de manche pour comme construire ton engin. C'est comme du deck building rendu là. Ouais. Mais plus du deck construction, là, parce que c'est avant que la game se joue. Là. Après, tu y retouches plus, là, mais... Ouais. Non, ça... Je peux accepter ça. Mais en même temps, comme tu dis, c'est pas au premier que je pense quand je pense à genre un jeu euro. Là. C'est pas un... Comme tu dis, un Heaven and Ale, pour moi, Ansa Tutunka. C'est super euro. Ouais. C'est... Keyflower, c'est un euro? Moi, j'aurais dit oui. Mais c'est un euro qui fait sacrer pas mal, là, ouais. Mais c'est du placement de tuiles, c'est de l'enchère, un petit peu de placement d'ouvriers aussi. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, c'est assez carré, on va dire, tu sais, dans sa façon de fonctionner. Fait que j'aurais envie de laisser le passe-droit, là. Je sais pas trop. S'il y a des meeples, c'est un euro. Il y a des meeples, c'est un euro. Hey! Non. Le grande D, ça marche pas. C'est des cubes. Ouais. Ça dépend de ton édition, en fait. Mais ouais, mais pour moi, ça marche. Fait que va falloir que tu trouves un autre exemple. Mais là, s'il y a des meeples, c'est un euro ou faut qu'il y ait des meeples pour être un euro? Non. Parce que pour moi, tu pourrais avoir juste des cartes, puis tu pourrais quand même être un euro. Là. Ok, ouais. Un Seven Wonders, mettons. Ouais. Tu construis ton tableau, t'as un petit aspect économique, gestion de ressources, tu drafts les cartes, tu essaies de prendre les cartes aux autres. Ouais. C'est drôle parce que ça, je dis pas Seven Wonders c'est un euro, là. En même temps, je dis Seven Wonders, je dis c'est un jeu de draft. C'est pas... Mais les drafts, pour moi, ça fait très euro aussi. Y a-tu un jeu de draft qui serait pas un euro, mettons? Magic the Gathering? Non, c'est pas un draft, ça. Ça, c'est un deck construction. Ben, tu peux faire des drafts aussi. Ouais, mais le format draft, c'est... c'est rendu le format le plus populaire, je pense. Ou en tout cas, c'est un format populaire qui existe. Ouais.
C'était comme. Je pense que c'est devenu Commander, le format le plus utilisé. Mais ouais, il y a des gens qui font des drafts, là. Sinon, mettons un Sushi Go. Ça aussi, c'est du draft, mais. Ouais, C'est-tu un euro? j'ai jamais joué à Sushi Go, fait que je Ah, peux pas me ben prononcer. en gros, c'est tu drafts des cartes, puis c'est comme différents types de sushis, puis là, ils ont tous des valeurs de points différentes. Il y en a que c'est des points straight up, il y en a qui vont valoir peut-être plus de points, mais il faut que t'en aies plusieurs de cette sorte-là ensemble. Ok. Fait que là, t'as comme un petit aspect de pousse ta chance de genre. Je vais être capable d'avoir la 4e carte de sashimi qui va avoir la peine, ou il y en a que c'est des. Parce que le wasabi, tu veux pas être celui-là qui en a le moins ou le plus de la gang, ou des affaires de même, là. Ouais. Fait que différents types de cartes qui scorent différemment. Mais c'est carrément juste ça, là. Y a pas de board, y a pas rien, là. Ouais. C'est comme. Pour moi, lui, J'ai il comme. filerait moins euro que Seven Wonders, mettons. Ouais, ben tu sais, t'as pas l'aspect comme gestion de ressources. Mais dans Seven Wonders, non. T'as pas Ben un vraiment de peu, tu ressources sais. physiquement, là. Non, mais faut que C'est des t'achètes. icônes dans ton tableau, là. C'est ça. Fait que tu sais, t'as une certaine gestion. Faut que t'as de l'échange d'argent parce qu'il faut que t'achètes Ouais. les ressources qui te manquent pour construire tes cartes puis tes merveilles. Ça, au final, c'est de la gestion de ressources. Puis des fois, la ressource, c'est des cartes. Des fois, la ressource, c'est des cubes de majorité. Comme dans El Grande. Non. C'est des cubes de majorité dans El Grande, là. Ouais, je sais, en plus, en te disant, j'étais un peu comme. Ah. Puis tu gères aussi ta main carte. Ouais. Qui te gère ton supply de cubes, mais aussi les actions que tu peux faire. En tout cas. Ouais, mais c'est trop agressif. Je peux pas. Ah, puis là, ben là, on a parlé de Keyflower. C'est-tu juste parce que c'est une carte, genre, pis qu'il y a des bonhommes dessus que je peux pas m'imaginer. Genre, j'accepte pas qu'il soit un euro. Et dans Concordia aussi, c'est une carte avec des bonhommes dessus, hein. Ouais. Mais oui, mais ouais, puis il y a des cartes pour faire des points. Mais t'as le. Quand quelqu'un est là, tu peux pas y aller. Pourquoi Concordia, c'est clairement un euro, mais que pour moi. C'est là, on débat en plus sur mon feeling, là. Peut-être que je suis super dans le champ, tu sais, puis que. En fait, je suis peut-être le seul qui trouve que ça file pas euro, puis que, tu sais, je vais jamais vendre El Grande comme étant un euro. Mais peut-être qu'au final, c'est juste que je veux pas me l'avouer, tu sais. Ça se peut. Ça se peut, parce que là, tu donnes des arguments, puis là, à part mon feeling personnel, puis mon sentiment à moi, je commence à manquer de vrais arguments pour dire que c'est pas un euro. Bref, c'est un épisode de Board Game Duel. Désagréable. Euh, mais ouais. C'est dur à dire, finalement. C'est quoi qui fait qu'un jeu est un euro? Puis visiblement, on a des jeux qu'on n'est même pas sûr si c'est un euro ou qu'on dit que c'est proche d'un euro. Ça. J'en pitch un dernier. Vu qu'on parle de faire un épisode de Board Game Duel. Cards of Atlantis 2. Non, Pas un euro. non. Ça fait pas assez euro. En plus, jouer par équipe. Ah ben là, j'allais dire, ben, Concordia qui joue par équipe aussi. Mm-hmm. Vénus, ça marche pas. Le Je roi peux est pas dire mort. que c'est à temps plein. Tu peux jouer en équipe. Ouais, C'est quand même pour moi, c'est un euro. ouais, ça c'est clairement un euro. Mais pourquoi lui pis pas El Grande d'abord? Ouais, ouais, Parce que dans lui aussi, tu peux enlever les pions des autres puis les tasser puis. ouais. C'est-tu parce que je file que c'est parce que c'est pas tes pions à toi? Peut-être. C'est parce que c'est pas tes pions, tu sais, c'est les pions qui sont là, puis tu deals avec eux autres, tu sais, c'est pas ta majorité personnelle, c'est la majorité extrêmement indirecte, tu sais. Oui, mais c'est clairement agressif puis targeté sur quelqu'un. Ouais. Peut-être que je finis par dire que c'est un euro à la fin de cet épisode-là. OK. Mais là, faudrait choisir un jeu là, qui crée la discorde, là, tu sais, la division vraiment, là. Est-ce que ça, c'est un euro ou ça n'en est pas un? J'avais bien le cas de Blood Rage parce que, tu sais, Ou Sight. Toi, Sight, tu disais Sight, que ça, il filait pas. Moi, je pense que c'en est clairement un. ouais,
Moi, je trouve pas, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser qui vont trouver que ça l'est, que ça le fait, l'euro. Parce que c'est quand même déterministique beaucoup. Fait que c'est ça, ça va devenir le benchmark. Là. Si t'es site, t'es euro ou pas, ouais. C'est complexe ou pas. On va faire des échelles sur site. C'est le milieu parfait. Centré, là, puis plus moins complexe que site, plus moins euro que site. Wow. Je pense qu'on fera pas mieux que ça, fait qu'on va arrêter ça là. Ouais. Ça va être à vous de parler. C'est quoi pour vous un euro? Quel jeu qu'on a parlé qui sont des euros ou qui en sont pas selon. Puis, surtout, laissez-nous savoir ceux que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, peut-être. Je serais curieux d'entendre les commentaires là-dessus parce que, comme je disais au début de l'émission, je pense que plusieurs personnes vont avoir plusieurs définitions différentes de euros. Puis je pense qu'ils se valent toutes, là. Sauf la mienne qui est clairement meilleure, là, mais. Non. Avec l'autre. L'autre qui dit que El Grande, c'est un euro. Fait que c'est ça. En disant ça, je suis probablement le seul qui le pense pas, là, mais. Ben, en tout cas, qu'il le file pas. Genre, je le file pas. Tu sais, c'est pas du commerce dans la Méditerranée, c'est pas. Ben, l'Espagne, c'est pas loin de la Méditerranée, là. C'est pas du commerce, par exemple, là, mais. C'est pas du commerce, là. Tu te tapes ça à la gueule, puis, en tout cas, non! Ben, tu joues avec les majorités, puis tu scrapes des majorités, puis t'enlèves des bonhommes, puis t'en rajoutes, puis tu fais scorer des points. En tout cas, ouais, ok. Là, tu te reconvaincs que c'en est pas un. Ouais. Et comme ça, la ligne pour moi, là. Fait que dites-nous, vous, où votre ligne? Faites ça dans les commentaires sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook, Instagram. Venez jaser avec nous sur notre Discord. Toujours content de lire tous vos commentaires et j'essaie d'en répondre au plus possible. Dites-nous, c'est quoi votre jeu euro préféré aussi, tiens. Sinon, ben, merci de votre écoute. Merci à nos Patreons qui supportent le show et qui ont droit à plein de contenus bonus pour ça. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Labyrinthe, c'est un euro? Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast où des jeux. Wow. Commence fort. Ben ouais. Ça paraît pas, mais c'est notre deuxième fois en plus. Hein.